Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des opioïdes. C'est une vidéo que j'avais déjà publiée auparavant, mais j'ai décidé de la supprimer pour l'améliorer car il manquait plusieurs notions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur mes comptes Instagram, Twitter et Facebook. Les opiacés sont des substances issues de l'opium, qui est une plante appelée le pavot somniferum. Cet opium n'est rien d'autre que le latex qui va couler du pavot lorsqu'on le coupera en petites stries, comme on le voit sur la photo. On trouve dans ce latex deux composés, la codéine et la morphine, qui sont des alcaloïdes qui ont des propriétés analgésiques. Des scientifiques vont réussir à les synthétiser chimiquement afin d'obtenir des substances similaires, et c'est là que va naître le groupe des opioïdes. Alors, opioïdes, opiacés, quelle est la différence? En fait, les opiacés, ce sont les substances dérivées de l'opium et les opioïdes sont les substances synthétiques dérivées de l'opium ayant des effets similaires. Par exemple, la méthadone est entièrement synthétique, donc c'est un opioïde. Mais bon, cette distinction n'est pas très respectée. Ce sont d'excellents antalgiques qui font partie des médicaments les plus utilisés et surtout les plus mortels à cause de la forte addiction qu'ils engendrent. D'ailleurs, il y a une grosse crise des opioïdes aux États-Unis avec 400 000 décès en moins de 20 ans. C'est vraiment devenu un gros problème de santé publique qui est en train de se répandre dans le reste du monde. Maintenant, comment est-ce qu'ils agissent? Ils miment en fait les effets des opioïdes endogènes qu'on synthétise naturellement dans notre corps. Ce sont les endorphines, les encéphalines et les dynorphines. Pour agir, ces molécules activent le récepteur opioïde qui fait partie des RCPG ou récepteurs couplés à la protéine G. Et ici, c'est la protéine G inhibitrice, donc qui aura un effet inhibiteur. On verra comment. 3 types de récepteurs opioïdes ont été identifiés dans le corps. Le récepteur mu, retrouvé majoritairement dans le cortex cérébral, le thalamus, la moelle épinière et en périphérie. Le récepteur delta, retrouvé plutôt dans la moelle épinière, l'hypothalamus et le système limbique. Le récepteur kappa, qui est retrouvé dans la moelle épinière et le cerveau. Le plus important dans le mécanisme d'action des opioïdes, c'est le récepteur mu. Donc une fois activé, la sous-unité alpha de la protéine GI va aller fixer l'adénylate cyclase pour inhiber la transformation de l'ATP en AMPC, et donc il y aura une diminution de la synthèse d'AMPC. Il y aura aussi les sous-unités bêta et gamma qui vont activer et ouvrir le canal potassique pour permettre la sortie de potassium, et on verra plus tard dans la vidéo à quoi cela va servir. Ces effets vont permettre d'élever le seuil de perception de la douleur, donc il va falloir taper plus fort pour qu'on ait mal, et ça va renforcer les contrôles inhibiteurs descendants qui sont très importants pour ne pas avoir des douleurs excessives ou chroniques. Ça, c'est vraiment le mécanisme global des opioïdes. On va maintenant rentrer un peu plus dans les détails. Pour bien comprendre leur mécanisme d'action, il faut déjà comprendre comment se fait la transmission de la douleur. J'ai beaucoup simplifié cette transmission pour qu'elle soit simple et claire, mais sachez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout commence par une agression ou un stimulus nocif comme une piqûre, brûlure ou entorse. Les récepteurs qui réagissent à ce stimulus sont appelés des nocicepteurs. Ils sont situés dans la plupart des tissus comme la peau, les muscles ou les viscères. Pour qu'un message douloureux soit envoyé, il faut que l'intensité de la stimulation atteigne un certain niveau de douleur. Donc si l'intensité de la stimulation est suffisante, le message va être transmis par des fibres nerveuses nociceptives afférentes jusqu'à la moelle épinière en empruntant la racine dorsale, puis le message passe par la corne dorsale pour ensuite remonter avec la fibre spinothalamique vers le thalamus et finir au niveau du cortex sensoriel. C'est cette voie ascendante qui transmet le signal de la douleur. Cette douleur est bien évidemment régulée pour ne pas durer trop longtemps grâce à une voie descendante qui arrête les signaux de la douleur, à l'aide de sécrétions d'endorphines notamment, et qui va suivre le même trajet que la voie ascendante pour arriver à la corne postérieure. Il y a un neurone GABAergique qui va permettre de réguler cette voie descendante. C'est en agissant à ce niveau-là que les opioïdes provoquent une addiction en interférant avec le système dopaminergique. Les opioïdes vont aussi agir au niveau de la corne postérieure. Lorsque le calcium rentre dans le neurone présynaptique, ça permet la libération de glutamate, qui est un acide aminé puissant, et de substance P, qui est le polypeptide principal de la douleur. Le glutamate va se fixer sur récepteurs NMDA et AMP pour faire rentrer dans le neurone postsynaptique du calcium et du sodium. Cela va donc faire augmenter les charges positives dans le neurone. La substance P, elle, va activer son récepteur NK1 qui va simplement amplifier le récepteur AMPA pour faire rentrer encore plus de sodium dans le neurone. L'accumulation des charges positives va provoquer une dépolarisation cellulaire qui revient à une activation cellulaire et donc elle va provoquer l'envoi d'un signal de douleur. La sécrétion d'endorphines naturelles de notre corps produira un effet mimé par l'injection d'opioïdes. Ils activent le récepteur opioïde qui inhibe la libération du glutamate et de la substance P.
Ainsi, il n'y aura pas d'entrée de sodium et de calcium et donc pas de charge positive dans le neurone. La cellule passera dans un état d'hyperpolarisation qui revient à une inhibition cellulaire. Ils vont aussi activer le récepteur opioïde du neurone postsynaptique, cela permet d'activer la sortie du potassium, donc il y aura encore moins de charge positive pour favoriser encore plus l'hyperpolarisation. Il n'y aura alors aucun signal nerveux de douleur transmis par les fibres nerveuses. La douleur est atténuée. Maintenant, quels sont les opioïdes qui existent sur le marché? Il y a d'abord ceux du palier 2 avec les opioïdes faibles. On retrouve la codéine et le tramadol. Ensuite, dans le palier 3, les opioïdes puissants. On retrouve celui qui va être la référence de tous les autres, la morphine. Ensuite, il y a le nalbuphine qui est 2 fois plus fort que la morphine, l'oxycodone aussi 2 fois plus forte que la morphine. L'hydromorphone, elle, est 7,5 fois plus forte que la morphine. La buprénorphine est 30 fois plus forte que la morphine. Et le fentanyl est 150 fois plus fort que la morphine. Une chose importante à savoir, c'est que la codéine doit son action antalgique à la morphine. Une fois absorbée, 10% environ est métabolisé par le cytochrome 2D6 en morphine. D'ailleurs, quand on regarde leur structure, la codéine a seulement un méthyle de plus que la morphine et son nom chimique est la méthylmorphine. Donc cette réaction consiste en une simple déméthylation. Il existe des polymorphismes génétiques sur cette enzyme, donc elle sera plus ou moins active en fonction des personnes. Elle est également métabolisée par le cytochrome 3A4 en norcodéine et par glucuroconjugaison en codéine 6-glucuronide. La morphine est aussi métabolisée en morphine 3-glucuronide, qui est un métabolite très actif, mais aussi en morphine 6-glucuronide, qui n'est pas très actif, et en normorphine, qui n'a pas d'activité. Il existe aussi des opioïdes antagonistes qu'on utilise dans les cas de surdosage ou de mauvaise tolérance parfois, ce sont la naloxone et naltrexone. Le gros problème des opioïdes, c'est qu'ils provoquent des addictions et qu'ils présentent un gros risque d'overdose, et cela risque de mener à un décès par arrêt respiratoire. Dans ces cas-là, les opioïdes activent excessivement les récepteurs opioïdes. Ces antagonistes vont donc venir déplacer les opioïdes des récepteurs et inactiver ces récepteurs. Ce sont donc des antidotes. La dernière classe, c'est les opioïdes de substitution qui sont la méthadone et la buprénorphine que l'on va utiliser chez les personnes ayant développé une addiction aux opioïdes. Tout d'abord, on a la méthadone qui est agoniste pur ou complet comme la morphine qui agit principalement sur le récepteur mu. Tout comme la morphine, elle possède des propriétés analgésiques et antitussives et entraîne un syndrome de dépendance. Mais l'avantage, c'est que ces propriétés euphorisantes sont faibles aux doses thérapeutiques efficaces et au long cours. Ensuite, on va avoir la buprénorphine, qui cette fois-ci est un agoniste partiel, contrairement aux autres opioïdes qui eux sont des agonistes purs. Donc lorsqu'elle se fixe au récepteur opioïde, elle ne va pas l'activer très fortement. Plus on augmentera la dose, plus on aura d'effet, mais elle va atteindre un palier. On aura beau ajouter les doses, ça n'augmentera pas plus. C'est ce qu'on appelle l'effet plafond. Il y aura aussi moins de risques de complications car la buprénorphine détient un index thérapeutique élevé, ce qui limite ses effets dépresseurs, notamment sur les fonctions cardio-respiratoires. Sa liaison au récepteur opioïde est lentement réversible, ce qui minimiserait de façon prolongée le besoin en stupéfiants chez les personnes dépendantes. Leurs indications sont donc évidemment les douleurs, qui est l'indication principale. Les paliers 2 sont indiqués dans les douleurs modérées, et les paliers 3 sont indiqués dans les douleurs résistantes et intenses. On a aussi comme indication la dépendance aux opiacés, à savoir la morphine ou le fentanyl, mais aussi l'héroïne qui, ne l'oublions pas, est aussi un opioïde. La buprénorphine, comme on l'a vu, sera le traitement contre cette dépendance aux opiacés, mais également la méthadone. Une autre indication qu'on oublie, c'est la toux, puisque les opioïdes sont tous antitussifs. On retrouve donc des sirops à la codéine uniquement car les autres sont beaucoup trop forts pour les donner dans cette indication. Mais même avec la codéine, il faut faire attention car il y a beaucoup de mésusages avec ces sirops. Parlons maintenant de leurs dangers. Ce sont certes les plus forts analgésiques du marché, mais ce sont aussi les plus addictogènes et présentent beaucoup d'effets indésirables. Pour retenir ces effets indésirables, j'ai toujours utilisé comme moyen mémotechnique la succession des lettres dans l'ordre alphabétique P, Q, R, S, T, U, V. Le P pour psychodyslexie, qui fait qu'ils vont beaucoup plaire et donc être toxicomanogènes. Le Q qu'on écrit aussi CUL avec un C pour la constipation. C'est un effet indésirable qui est toujours présent et qu'il faut donc prévoir. On conseille de boire plus d'1,5 litre d'eau par jour et si c'est pas suffisant, on prescrit des laxatifs osmotiques comme le macrogol car il y a des récepteurs opioïdes au niveau intestinal.
Le R pour respiratoire. Le risque de dépression respiratoire est celui qu'on redoute le plus en cas de surdosage, car les opioïdes provoquent une baisse de la sensibilité au CO2 au niveau des centres respiratoires. Le S pour sédatif, qui est retrouvé au début du traitement surtout, donc il faut augmenter les doses progressivement. Le T pour tension, car il provoque des hypotensions orthostatiques à cause de l'histaminolibération. Le U pour urine, car il provoque une rétention urinaire à mettre en parallèle avec la constipation. Et le V pour vomissement et nausées par stimulation de la trigger zone, mais qui vont cesser après quelques jours. Voilà un petit récapitulatif avec les 4 groupes d'opioïdes que j'ai cités. Les antagonistes naloxone et naltrexone, ce sont les antidotes. Ceux de substitution avec la buprénorphine qui a un effet plafond qui limite son effet. La méthadone, elle, est un agoniste pur. Et pour retenir leurs nombreux effets indésirables, retenez juste cette succession de lettres pour avoir les effets indésirables principaux à ne surtout pas oublier. Voilà, j'espère que la vidéo a été claire et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.